Vingegaard. Pogačar peut pas y aller. Christophe Laporte. Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Attaque de Marlou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau vélo podcast, le débrief de la 4e étape du Tour de France, ici à Nogaro, donc où Jasper Philipsen s'est encore imposé. François Pernuel, t'es avec moi, salut FP. Salut Guillaume, salut à toutes et à tous. Bon, t'as vu, je parle pas très fort, je suis dans la salle de presse dans le paddock du circuit de Nogaro, circuit Paul Armagnac, donc où vient de se dérouler, ou en tout cas il y a 1h30 à peu près l'arrivée de cette 4e étape du Tour de France, remportée encore une fois par Jasper Philipsen. Bon, t'en as pensé quoi de cette étape, dis-moi? Une étape, on a roupillé pendant une grosse partie de l'étape, faut bien avouer, et bon, ça s'est fini en sprint avec, il y a eu une échappée quand même, deux Français, Benoît Cosnefroy d'AG2R et Anthony Delaplace d'Arkea, qui ont tenté leur chance, mais ils ont vite vu, ils ont vite compris que ça allait pas être possible, et ensuite un sprint très très tendu, des chutes, et à la fin, c'est Philipsen qui gagne, alors qu'il était très très mal placé, avec Mathieu Van Der Poel, son copilote, mais un peu comme on avait dit hier, c'est quand t'es emmené par Mathieu Van Der Poel, une Formule 1 emmène une autre Formule 1, sur le paddock, sur la grille, sur la finale, ça suffit pour battre Caleb Ewan, et encore un beau podium aussi pour Phil Bauhaus de la Bahrain Victorious, et une jolie 4e place pour Brian Cocard, mais on aura le temps d'y revenir. Peut-être on va parler d'abord de notre podium chacun, Guillaume. C'est quoi ton podium du jour? Philipsen encore forcément, qui s'impose comme le meilleur sprinter au monde. C'est celui qui avait le meilleur bilan depuis le début de la saison, celui qui avait pris le plus de points, donc il confirme. Forcément avec un petit numéro 1 bis avec Mathieu Van Der Poel pour son pilote de luxe, qui a encore lancé formidablement bien aujourd'hui ce sprint sur cette longue ligne droite finale du circuit Nogaro, où tu avais 800 mètres de ligne droite, et franchement c'était magnifique à voir pour une arrivée pour sprinter. Point numéro 2, c'est que les hiérarchies des sprinters, elles se dégagent quand même. Tu as une vraie hiérarchie de sprinters, donc voilà, tu vois déjà où sont les forces en présence. Et puis le point numéro 3, j'aimerais qu'on en parle, c'est la difficulté aujourd'hui pour les échappés de tirer leur épingle du jeu sur à la fois des épreuves World Tour et encore plus sur les grands tours et le Tour de France, comme ça sur des étapes de plat où t'as 15 gars qui veulent rentrer dans le top 5 ou le top 10 des sprints massifs. Ça devient quasi impossible de partir en échappée et d'espérer quelque chose. Pour ton podium FP, toi, c'est quoi? Bon, on va aller assez vite, c'est le même que toi, donc on va passer, je pense, à la suite, parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Ouais. On reviendra sur les petits J'ai tout résumé, on a fait le podcast ici. Peut-être français. Ah, c'est ça, exactement. Non, on va quand même rentrer un peu dans le détail, mais parlons évidemment de Jasper Philipsen, qui remporte cette étape du Tour de France, la 4e pour lui, cette 2e sur ce Tour de France-ci. Concrètement, Philipsen, on n'est pas surpris, c'est quand même le meilleur sprinter cette saison, il le confirme ici. Au final, cette victoire, alors elle est assez serrée avec Caleb Ewan, mais c'est vrai que Philipsen, aujourd'hui avec la confiance, je pense qu'il est quasi imbattable. Ouais, clairement, il a imposé sa pointe de vitesse. C'est une équipe Alpecin de Koenig aujourd'hui qui est quasiment la meilleure équipe pour lancer les sprints, peu importe les sprinters qu'ils ont. Avant, quand il y avait Tim Merlier, c'était pareil. Quand ils ont Caden Groves pour les sprints, c'est pareil. Jasper Philipsen là. Quand c'est Van Der Poel qui doit te sprinter, c'est aussi très bon. Ouais, franchement, c'est un désespéré certain. C'est un désespéré d'autres équipes. Bon, après, quand t'es emmené par Mathieu Van Der Poel, c'est toujours aussi, t'as un avantage énorme, parce que lui, il n'hésite pas à frotter, il sait frotter, et puis surtout, il va très très vite aussi. C'est un peu un sprint avant le sprint. Je pense que t'es super bien emmené en termes de vitesse, et on l'a vu ici, même si dans cette étape, il faut quand même souligner que sur les derniers kilomètres, ils étaient très très mal placés, les Alpecin de Koenig. Mathieu Van Der Poel l'a dit après l'arrivée, c'est toi qui as même pris le son. Il dit, voilà, on est passé par un trou de souris pour réussir à bien emmener Jasper Philipsen. Mais t'as vu le jump qu'il a quand il sort? Ah oui, il a un sacré jump, ça c'est vrai, dans ce dernier kilomètre sur le circuit de Nogaro. Mais moi j'aimerais revenir un peu là-dessus d'ailleurs, c'est que c'était un sprint assez décousu, parce qu'il y a eu des chutes. Il y a eu d'abord la chute du champion d'Europe, la Quick Step, Fabio Jakobsen. Ouais. On ne sait pas trop maintenant la situation, s'il est gravement blessé ou pas. Avec Guarnieri. Mais
avec Guarnieri qui a abandonné, Jacopo Guarnieri qui est à la Lotto Soudal et un poisson pilote pour Caleb Ewan, qui n'a pas eu besoin de lui pour faire deuxième. Exactement, comme quoi les poissons pilotes aujourd'hui. Il chute à 1,4 km de l'arrivée, après tu passes la flamme rouge, il y avait ces courbes là pour accéder à la dernière ligne droite à 800 mètres, et puis juste dans le dernier virage, à la sortie du dernier virage, une chute à 800 mètres aussi. Alors il y a un Arkea que franchement j'y n'arrive pas à identifier. J'arrive pas à identifier exactement, merci. Je crois que c'est Marco Haller qui va au sol avec pour la Bora, et pour la Bahrain Victorious il me semble que c'est Matej Mohoric, parce que Matej Mohoric fait partie de ces coureurs qui ont été reclassés dans le temps du vainqueur, alors qu'il termine 169e, bien au-delà des autres coureurs de la Bahrain Victorious. Donc au final, et après oui, à 400 mètres de l'arrivée, avec Warren Schuld de la Uno X qui se décale mal quand il lance ce sprint pour Alexander Kristoff. Ouais, alors là, c'était dangereux ce qu'il a fait. Qui chute aussi. Ouais, il pousse Axel Tsingler sur les barrières, c'était pas terrible. Ouais, alors je pense qu'il est fatigué, il est épuisé de l'effort, mais là c'est vrai qu'il fait un écart derrière. C'est vrai, c'est assez dangereux quand même au final, parce que heureusement que c'est pas un peloton, ils sont pas nombreux. Je veux dire, à arriver au sprint comme ça lancé, c'est ce qu'il fait, c'est quand même assez dangereux. Alors je comprends la fatigue physique, mais c'est vrai que l'écart qu'il fait surtout, c'est le plus dangereux. Mais bon, après faut quand même expliquer que ta cardio qui est même plus dans le rouge, c'est le rouge foncé. Évidemment. Mais que derrière, après, voilà, tu dois avoir une lucidité pour te décaler au moins. Alors après, Axel Zingler, il tente de passer dans le trou qu'il peut, voilà. Mais il peut pas, il tombe du coup. Même. Donc, exactement. C'est que sur la trajectoire de Zingler, il y avait Warren Schuld, et que voilà, ça fait strike, et franchement, ça pose une autre question. Ça pose une autre question sur ce sprint qui a été remporté par Philipsen, mais je trouve que au niveau des équipes de sprinters, elles ont toutes été un peu mal placées, parce qu'au final, l'équipe qui sort le mieux, c'est quand même la Cofidis devant, parce que la Jumbo en fait emmène personne, parce que Wout van Aert est très loin derrière, il est très très mal placé aux 3 derniers kilomètres, il arrive jamais à remonter vraiment, et je crois qu'il fait 9ème sur cette étape. Au final, les mieux placés, c'est la Cofidis qui ont Brian Coquard, mais alors pour gagner, il aurait fallu peut-être un concours de circonstances. Il fait quand même une très belle 4ème place, mais au final, c'est vrai qu'en termes il n'y a pas beaucoup d'équipes de sprinters qui se placent bien aujourd'hui. Non, c'est vrai, et en fait, si tu veux, ce qui a été prépondérant aussi, c'est l'approche du circuit de Nogaro, du circuit automobile, parce que il s'est pas passé grand chose, et en fait j'ai l'impression qu'à 15 bornes de l'arrivée ça a enclenché, et puis il y a une sorte de virage droite en fait, où après avoir passé la localité de Nogaro, tu as un virage à droite à la sortie de Nogaro pour accéder au circuit, et en fait c'était la course pour arriver en tête à ce virage là. Ils étaient bien placés, pourtant à un moment donné la Jumbo-Visma ils se sont fait déborder au moment de l'approche de ce virage. Ils étaient très bien placés pourtant, parce que le nombre aussi, c'est ça, le nombre de poissons pilotes qui se retournaient pour chercher leur sprinter, c'était hallucinant quoi. Il y en a eu beaucoup mais exactement, mais quand on parle aujourd'hui que tu as 10-15 gars pour rentrer dans le top 5 ou le top 10 d'un sprint massif au Tour de France, c'est que tu as 10-15 sprinters, mais tu as 10-15 poissons pilotes, tu as 10-15 je sais pas, poissons pilotes. Donc en fait aujourd'hui tu as 50 gars dans le peloton qui veulent se placer à 3 bornes de l'arrivée pour aller emmener leur sprinter, et c'est pour ça que c'est dangereux aussi, et c'est pour ça qu'au final tu as même des pointures qui se retrouvent un peu larguées si ça passe pas quoi. Si ça passe pas, 5ème place d'ailleurs, j'avais vu Wout van Aert par exemple, il est très mal placé tout le long, et d'ailleurs moi j'ai pas compris pourquoi Christophe Laporte a pas tenté de faire le sprint. J'ai l'impression qu'il le tente sans le tenter, il cherche toujours Wout van Aert, ça c'est vrai, mais bon, à un moment donné il est quand même beaucoup mieux placé que Wout van Aert, mais ça il peut pas le savoir, parce qu'au moment où il lance ce sprint où il fait l'effort, ça c'est vrai, oui bien sûr, Van Aert doit être dans sa roue, et Van Aert il peut pas lancer le sprint, et parfois même le poisson pilote devient sprinter, comme aujourd'hui Danny Van Poppel qui normalement emmène le Belge Jordi Meus, et aujourd'hui c'est lui qui fait le sprint et il fait 6ème. Alors après aussi. Chez Boransgreux, quand c'était avec Sam Bennett aussi, les deux ils savaient échanger quand c'était à l'un à l'autre, d'une étape à l'autre. Bon voilà, après j'ai pas réellement comment étaient dans les Bora dans le groupe, mais bon. Il y a un petit débat, alors j'ai entendu notamment sur les télévisions, je sais pas si c'est le cas aussi sur les réseaux sociaux ou pas, ou pour ceux qui suivent celles et ceux qui suivent le vélo, mais est-ce que toi une arrivée sur le circuit, toi qui es sur place, tu trouves ça dangereux toi? Van Der Poel, en fait le truc c'est que pour que Van Der Poel te dise après l'arrivée et nous dise au micro que c'est dangereux, que ça a été dangereux, ça m'interroge. Maintenant, sur une arrivée comme ça, tu as une ligne droite. On a l'impression que les routes sont larges quand même, Guillaume. Exactement. C'est un circuit automobile, bitume parfait, une ligne droite de 800 mètres. Enfin, franchement, sur ça, il n'y avait rien de dangereux. Alors après, par contre... Après, peut-être
Qui parle à Nogaro peut-être, dans Nogaro, non ? Voilà, c'est l'approche peut-être après qui était un peu dangereux. Il y a peut-être aussi une autre chose, c'est qu'habituellement dans les localités, dans les arrivées, on va dire plutôt classiques, c'est plus tortueux, t'as de quoi étirer le peloton. Là, t'avais pas réellement de quoi étirer le peloton avant, on va dire, les 5-6 derniers kilomètres. Donc, c'était des lignes droites, des départementales, ça roulait plutôt bien. Je m'interroge. Ouais. Voilà. Il n'y avait rien de dangereux sur ces 800 derniers mètres. C'était grande ligne droite, bitume parfait. Franchement, il n'y avait rien à dire. Est-ce que tu penses qu'il y a un sprinter qui peut battre Philipsen là, sur un sprint, une des 5 opportunités qui restent sur ce Tour de France ? Franchement, faut voir comment ça va évoluer pour Phil Bauhaus, parce que il fait encore un top 3 aujourd'hui. Je pense que ça va être... il a vraiment de bonnes jambes. Il y a vraiment de très bonnes jambes, donc ça va être à voir. Allez, on part de la hiérarchie des sprinters quand même, ceux qui ont été réguliers entre hier et aujourd'hui, entre Bayonne et Nogaro, Caleb Ewan, Phil Bauhaus, Mark Cavendish même qui est placé encore, il était 6ème hier, 5ème aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. Je pense que Wout van Aert il va en claquer une, parce que en fait Wout van Aert... Parce que je mise dessus depuis le début surtout. Déjà je voudrais te rassurer pour commencer, et 2 surtout, c'est que Wout van Aert en fait, il n'y a pas que les sprints où il peut s'exprimer. Donc lui en fait, il va pas miser sa vie entre guillemets sur un sprint à chercher la petite ouverture, non. Il va tenter le sprint. Derrière après il y aura d'autres opportunités, même sur des étapes peut-être un peu plus vallonnées, il y aura peut-être l'ouverture, à voir comment ça va se passer au général, si c'est encore les UAE qui ont le maillot jaune. Donc voilà pour la hiérarchie des sprinters. Après Wout van Aert, il est un peu relégué quand même au niveau des sprints. Hier il se fait un peu enfermer, aujourd'hui il se fait un peu enfermer encore au niveau du placement. Bon voilà, mais vraiment ceux qui peuvent bouger Jasper Philipsen, je vois Caleb Ewan, Phil Bauhaus, Mark Cavendish sur ce début de Tour de France. Voilà le jeu. C'est les 3 gars que je peux te ressortir. Toi t'en penses quoi ? Oui, non, je suis assez d'accord. Pour moi c'est Phil Bauhaus dans une arrivée un peu plus dure qui peut aussi menacer Philipsen. Mais après Jasper Philipsen est tellement fort que c'est... Et puis tant qu'il est emmené par Mathieu Van Der Poel, à part le train Jumbo avec un Laporte et un Van Aert qui est très fort, je vois pas qui peut concurrencer, parce que Caleb Ewan perd son poisson pilote aujourd'hui, même si on sait qu'il en a pas forcément besoin. Et Phil Bauhaus, c'est un peu dans le même style que Caleb Ewan, quoi. Il faut trouver l'opportunité, le bon moment. Attention Brian Coquard, parce que moi je pense notamment à l'arrivée à Limoges. Je pense notamment à l'arrivée à Limoges où il avait fait 2ème battu sur la ligne par Kittel il y a quelques années, sur cette même arrivée à Limoges. Je crois que c'était Kittel, je veux pas dire de bêtises. Là, vu les jambes qu'il a, sur une arrivée où ce matin, quand on lui pose la question, pour aujourd'hui ça va aller, il me dit c'est pas une arrivée pour moi. Il fait 4ème. Donc ça veut dire quand même qu'il a de bonnes jambes. Et Cofidis, ils sont en pleine forme. Ils sont en pleine forme. Donc, là aussi, on a interrogé Cédric Vasseur. Vous pouvez retrouver l'interview sur nos réseaux sociaux. J'ai interrogé Cédric Vasseur. Complexe d'infériorité, c'est terminé chez les Français, chez Cofidis. C'est terminé. L'identité de course Cofidis, elle est pour battre tout le monde sur tous les terrains. Donc, ils font ça depuis le début, ils font ça depuis quelques années maintenant. C'est vrai que c'est la stratégie qui fonctionne et on voit la construction d'une équipe, quand c'est bien pensé, sur un Tour de France avec des coureurs qui se subliment et qui ont bien travaillé et qui sont des bons coureurs aussi, et on peut titiller les gros. Revenons sur un point intéressant, Guillaume. Oui, dis-moi. Avant de passer sur ce point-là, tu parles de Jasper Philipsen et de Mathieu Van Der Poel, ne pas oublier Søren Kragh Andersen qui avait été recruté et il est dans le train aujourd'hui juste avant Mathieu Van Der Poel. Il fait 16e aujourd'hui, mais quand tu as Søren Kragh Andersen qui était leader chez DSM et qui aujourd'hui est à la planche pour Philipsen, c'est dire la qualité du train pour le Belge. Vas-y, je te laisse. Oui, non, j'allais revenir sur le point que tu voulais aborder sur les échappées, quoi. Aujourd'hui, même sur des étapes de plat, personne ne veut prendre l'échappée. Ça a mis longtemps avant de se dessiner. Je crois que c'est à partir du 100e kilomètre, si je dis pas de bêtises, après le sprint intermédiaire, de la place, après le sprint intermédiaire, où il décide d'y aller. Honnêtement, on peut pas leur donner tort aussi, parce que maintenant, aujourd'hui, à une époque, on laissait entre 6, 7 parfois minutes ou 5 minutes aller à une échappée, même sur une étape de plat. Aujourd'hui, on laisse quasiment moins de 2 minutes, quoi. On l'a pu le voir hier avec Nelson Paoles et Laurent Pichon. Moi, je peux comprendre les équipes aussi un peu plus faibles qui disent on va pas aller se griller les cartouches aujourd'hui, sachant que vous allez rouler dès le début contre nous, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça sert plus à rien d'aller dans les échappées sur les étapes de plat. On va résumer ça comme ça. Ça sert plus à rien d'aller dans les échappées. Tu sais que ça va être un sprint.
Oui, les échappées publicitaires, on appelle ça. Mais mis à part montrer le maillot, mis à part avoir une échappée entre deux Normands, deux copains entre Cosnefroy et De La Place aujourd'hui, voilà, De La Place, il nous dit après l'étape, je savais que c'était perdu, c'était peine perdue. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que le gars il part dans l'échappée et en fait c'est mort quoi. Donc oui, mais tu vois sur les étapes, vraiment les pures étapes de plat, tu vois de moins en moins d'échappées qui vont au bout. Hein. C'est... Ouais, bon, c'est peine perdue aujourd'hui pour les échappées. Après, moi je trouve que c'est compréhensible. Après, c'est compréhensible, comme tu dis aussi, c'est qu'il y a tellement peu de place pour les sprinters aujourd'hui, et même dans certains tours, c'est que eux, ils en ont plus que 6-7 opportunités. Ils vont dire, on va pas les lâcher celle-là, hein. C'est fini quoi. Maintenant, c'est tout. On arrive au sprint et il faut que chaque équipe ait son bon sprinter maintenant. Et puis avant, tu n'avais que 1, 2, 3 équipes maximum qui étaient structurées autour d'un sprinter. On va parler de l'époque des Petaki. Tu parles de Jean-Patrick Nazon, Jean-Patrick Nazon, exactement. Non, mais ces époques-là, alors non, Jean-Patrick Nazon, c'est l'époque Yann Kersipou, tu te rappelles aussi? Ah, mais Yann Kersipou, bien sûr, avec Sam Dumoulin aussi, qui travaille un peu. Sam Dumoulin et Kersipou, ils ont été de la même génération, je crois. Bon, je sais plus. Mais non, t'avais peu d'équipes qui étaient structurées. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, dans l'approche d'un sprint massif, t'as 50 gars dans le final pour se placer. Donc forcément, quand tu as 10 équipes qui veulent rouler et qui veulent se placer dans le final, ça va rouler de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et donc ça laisse de moins en moins de place pour les échappées. Alors parfois les échappées jouent un peu avec le peloton. Bon, là voilà, sur une étape comme ça, toute plate aujourd'hui, contrairement à demain, ça laisse pas de place aux échappées. Bon, malheureusement sur ces maillots, victoire de Philipsen, mais du coup il récupère aussi le maillot vert à Victor Lafay malheureusement. Ouais, bon, Victor Lafay, voilà, il s'est fait plaisir hier en allant chercher ses points en sprint intermédiaire et puis en se disant Inch'Allah, après on va voir ce que ça va donner à Bayonne. Donc voilà, il avait conservé le Victor Lafay avait conservé le maillot vert à la différence. Alors, ils étaient au même nombre de points, pas la différence de points comme en sport collectif, mais plutôt sur le fait qu'il ait gagné une étape. Voilà, ça avait permis à Victor Lafay de rester devant. Il me semble que c'était Wout van Aert qui était deuxième. Wout van Aert, peut-être pas, qui était deuxième du classement par points hier. Bon, bref. Hier, c'était Philipsen déjà. C'était Philipsen encore qui était deuxième. Bon, voilà. Ouais. Donc Philipsen qui. Avec le même nombre de points. Voilà, et aujourd'hui, donc c'était à 80 points tous les deux, il me semble. Victor Lafay ne prend aucun point aujourd'hui. Et Philipsen aujourd'hui, ce soir, là, après l'étape, il compte 70 points d'avance. Ouais, il tombe 60. Il est à 150, il compte 70 points d'avance sur Victor Lafay. Donc, vu comment ça a l'air de se dérouler, si Philipsen va jusqu'à Paris, normalement le maillot vert il serait pour lui. Après on va voir, encore le Tour de France est long, hein. On va voir ce que ça va donner. Le point de la montagne, bon, ça n'a rien donné aujourd'hui. C'est Anthony De La Place c'est Anthony De La Place qui est passé en tête de la seule difficulté du jour, il me semble. C'est tout à fait, c'est Anthony De La Place. Ouais, exactement, qui compte un point donc, dans ce classement de la montagne. Nelson Poles qui est large en tête et qui demain va peut-être partir dans l'échappée pour défendre son maillot à poids vers la Reims. On rentre dans les Pyrénées. Le classement du meilleur jeune, Pogacar, ça ne change pas devant Skelmoser, Rodriguez à 7 secondes, Tom Pidcock à 37. Ils sont encore 4 aujourd'hui pour jouer ce maillot blanc, mais bon, avec Pogacar, forcément, voilà. Le classement général. Alors, il y a eu du changement dans ce classement général, mais c'est au bénéfice des places à l'arrivée, puisque donc, je te fais le truc. Jay Hindley est passé 7ème devant Michael Woods. Ils ont échangé les places. Skelmoser est passé 9ème devant Carlos Rodriguez. Ils ont échangé de place. David Gaudu est passé 11ème du général devant Mikel Landa. Ils ont échangé de place. Et puis voilà, après ça joue au bénéfice, ça joue aux places tout simplement. Donc dans ces coureurs qui sont à 22 secondes. d'Adam Yates toujours maillot jaune devant Pogacar et son frère Simon Yates. Classement par équipe, ça change pas. Jumbo-Visma, Bahreïn, Ineos. Bon, demain échappé vers la Reims, FP. C'est probable, oui. Alors une étape Pau à Reims, donc 162 km. Alors évidemment, il y a un col hors catégorie, le col de Soudé, qui sera au milieu de l'étape, et puis on enchaînera avec un col 3ème catégorie, col d'Icher, et ensuite le col de Marie-Blanc, première catégorie, un peu plus de 7 km à environ 9%, 8,6. Et avant une descente vers la Reims, mais une descente escarpée avec une légère montée. On va dire que c'est une étape qui est typique pour les échappés, et typiquement cette étape, on pourrait se dire que l'AUAE dit ok, on va laisser partir et on laisse le maillot jaune. Non, tactiquement. Normalement.
Normalement, je te dirais bien normalement, il y a des secondes bonus au sommet du col de Marie-Blanc. Alors tu sais quoi, regarde, le bruit des feuilles, tu vas voir. Voilà, bon, je sais pas si ça s'entend. Je vais tourner le roadbook, les pages du roadbook, pour aller voir si ensuite, entre Tarbes et Cauterets, il y a des points bonus. Il n'y aura pas de points bonus entre Tarbes et Cauterets avec une arrivée au sommet, mais quand même demain arriver avec un peu de descente. Alors je me rappelle quand même, c'était en quelle année que c'est arrivé à la Reims, il me semble, après Marie-Blanc. Est-ce que c'est pas vers 2019, 2018 ou alors bon, en tout cas, c'est vrai que c'est l'année où Pogačar attaque avec Roglic, il me semble. Ouais. L'année où Pogačar est justement et Roglic, il laisse Pogačar revenir un peu dans le jeu avec cette attaque à Marie-Blanc. Derrière, ils font la descente. Donc Pogačar avait quand même tenté avec Roglic. Alors, je crois que c'est l'année où justement il le renverse à la planche des belles filles, donc ça doit être 2020. Voilà, il me semble qu'à ce moment-là, il y a quand même une bataille. Est-ce que toi, tu t'attends à une bataille entre Vingegaard et Pogačar dès demain? Moi je pense que Vingegaard va encore continuer à attendre, donc pour moi là-dessus je maintiens ce que je dis, il attaquera pas avant les gros pourcentages et les grosses côtes. Mais par contre Pogačar, ouais, je pense que oui, il va le tenter, il va, ou en tout cas voir comment tu vois ça se passe, attaquer je pense plus du côté du col de Marie-Blanc, même si on n'est pas à l'abri qu'il tente de tout faire exploser le col de Soudé, mais moi je pense qu'il a eu UAE par rapport à comment il fait le Tour de France, comment il gère bien le truc, et puis ils ont vu un peu les forces et les faiblesses de Jumbo. Je pense qu'ils vont rester dans leur rang demain, ils vont laisser le maillot, après c'est ma théorie, hein, j'espère qu'elle serait vraie, ouais, et puis ils laisseront partir typiquement un Victor Lafay ou un Alaphilippe, tu vois, Victor Lafay notamment qui est proche au général. De toute façon on le saura vite, hein. Pour moi Victor Lafay il doit tenter demain matin et on verra vite les intentions du peloton. Si il laisse partir Victor Lafay, ça veut dire qu'ils veulent plus du maillot jaune et qu'ils veulent laisser notre équipe rouler. Si Victor Lafay peut pas partir et qu'il tente, hein, mais je pense que ça voudra dire qu'il y aura peut-être une bataille en tout cas au niveau du général, et aussi cette côte qui est le col de Marie-Blanc, pardon, la première catégorie. Je pense que c'est là où on verra aussi typiquement pour les outsiders derrière aussi qui est en forme, parce que David Gaudu, tu vois, un chouchou Gaudu, est-ce qu'il a bien récupéré? Il nous a rassuré au début du tour, moins sur la deuxième étape. Pareil, il y a des Skelmose, Jay Hindley, etc. Comment il se comporte face aux mastodontes Vingegaard et Pogačar. Et puis ça va être un test pour ceux qui sont à 43 secondes derrière, parce qu'il y a un petit écart de 20 secondes entre un premier peloton jusqu'à la 13e place, et puis derrière entre Romain Bardet 14e et Egan Bernal 21e. T'as Bardet, Pidcock, Bourman, Ciccone, Bilbao, Steph Kras, Dylan Tuns et Egan Bernal. Ouais, et même un Ben O'Connor peut se récupérer du temps, hein. Aussi, ouais, alors Ben O'Connor, lui, il a une 41 avec Guillaume Martin, une 41, 23e, 24e, Martin et O'Connor. Thibaut Pinot, après, t'es à 2,27. Alors, 2,47, 27e. On va descendre un peu dans le classement pour voir qui pourrait partir dans l'échappée demain. Thibaut Pinot. Moi, je te dis, Thibaut Pinot, Alaphilippe, Lafay, il y en a un des trois qui sera dedans. Moi, je te dis que Lafay 4ème du général dans l'échappée, franchement. Mais justement, on verra les intentions du peloton. Si Lafay il part, ça veut dire qu'il laisse le maillot jaune. Mais et il va tenter. Je pense qu'autant le col hors catégorie il pourrait être en difficulté, autant le col de Marie-Blanc, c'est un poil long, mais il peut passer. Et puis voilà, c'est quand même des bons pourcentages. Est-ce que dans Race-Kibel, Victor Lafay était loin? Il a un peu décroché. Attends, c'est lequel à chaque fois? Deuxième étape. Avant Sébastien. Oui. Avant Saint-Sébastien, oui, là il décroche un peu quand même. Il décroche un peu, donc c'est une montée qui ressemble un peu à Race-Kibel, parce que sur la ça dure un petit peu quand même. Mais après il est en forme. Je dis que dans une échappée il peut tenir, tu vois, pas dans le peloton évidemment. Alors par contre moi demain je vois partir Alaphilippe dans l'échappée, il est 36e à 5 minutes, il a encore perdu 2 minutes aujourd'hui en décrochant après avoir travaillé pour... il termine dans le sprint dans le top 15, mais c'est hier où il avait perdu 2 minutes après avoir travaillé pour Fabio Jacobsen. Donc, Nelson Poles, Chavez aussi, des mecs comme ça. Oui, Esteban Chavez peut-être s'il est en forme, je sais pas. Lutsenko aussi, de la Astana qui a perdu beaucoup de temps. Alors Lutsenko, je crois qu'il est vraiment pas bien avec Yevgeny Fedorov. Je crois qu'ils sont vraiment pas au top. Après Lutsenko était un peu malchanceux avec les crevaisons, donc à voir. Ouais, c'était beaucoup les crevaisons lui, ouais. Ouais, voilà, donc peut-être que Lutsenko va tenter, oui, t'as raison. Félix Gall peut-être, à G2R, il a 5043 aussi. Rigoberto Urán qui a perdu beaucoup de temps aussi. Oui, Rigoberto Urán, mais c'est pareil, dans quelle forme ils sont. Daniel Felipe Martinez. Qui est encore terminé assez loin aujourd'hui, il a un quart d'heure. Alors après lui, ce qui va plus travailler pour Tom Pidcock, pour Carlos Rodriguez, pour Egan Bernal, tu vois, ils sont plusieurs encore chez Ineos à pouvoir jouer le classement général. Warren Barguil qui a plus d'un quart d'heure déjà. Je pense que c'est le genre de gars qui vont partir dans les échappées. Là on aligne des noms, Guillaume, c'est quoi ton prono? Dis-moi, alors vas-y. Là franchement sur une étape comme demain, c'est impronosticable.
Donne-moi ton nom, Guillaume. Hein. Mais donne-moi ton nom en premier, vas-y. Enfin, franchement, je sais pas. Allez, moi je vais mettre Alaphilippe, mais je suis pas. Là, mais voilà. Je mettrai aussi Alaphilippe, mais parce que bon, on a envie. Ouais, parce qu'on a envie. Voilà. Après, je suis en train de gagner du temps en faisant défiler le classement général. Sinon, je sais pas, t'as des Pogacar, mais je vois pas les favoris aller gagner. Je vois plutôt les favoris à aller s'expliquer à Cotteret avec l'Aspin et le Tourmalet avant, où ça va vraiment écrémer. Là demain, pourquoi pas Félix Gall. Ouais, je pense que. Félix Gall, c'est vrai que c'est pas mal aussi, Félix Gall. Après, je pense qu'il restera après de Ben O'Connor, parce que vu que Ben O'Connor a déjà perdu du temps, si on lui enlève en plus Félix Gall, le pauvre. Sinon, t'as Jack Egg, il va être avec Landa et Bilbao. Ouais, allez, tu sais quoi, Ruben Guerrero, 12 minutes 17 d'Adam Yates, il est 50e. Allez, Ruben Guerrero, Movistar. Allez. Parfait, alors super. On a donc fait nos paris avec Guillaume. Merci à tous en tout cas de nous suivre, de nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment, et puis sur Apple Podcast Addict, sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou alors merci des étoiles. Pour nous, voilà, exactement, ça nous aide pour le référencement. Et merci à toutes et à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. Merci Guillaume. Merci à toi FP, on annonce les réactions qu'on va mettre, donc là on va mettre les réactions enregistrées après la ligne d'arrivée ici à Nogaro. C'était encore un peu la folie pour aller capter les réactions, parce que dans ce paddock les bus étaient les uns sur les autres, et voilà, c'était on a dû se frayer un chemin. Vous aurez dans l'ordre donc Anthony Delaplace qui était dans l'échappée, avec Christophe Laporte ensuite, Sylvain Dillier, puis pour terminer le meilleur poisson pilote au monde, Mathieu Van Der Poel. C'est beau. Écoutez, merci à tous. Quand même, on annonce, tu vois. Merci à tous, et puis on se retrouve demain dans Vélo Podcast. Allez, ciao à tous et bonne étape. Et on se retrouve demain en direct de la Reims. Ciao, bonne soirée. On avait dit avec Benoît, on est assez proche, et on avait dit si personne attaque après le sprint, on essaye, on voit ce que ça donne. Malheureusement, seulement on était que deux. Donc voilà, donc on a roulé. Malheureusement, les équipes de sprinters ils n'ont même pas laissé une minute, donc après voilà, on s'est fait plaisir tous les deux, mais c'était perdu d'avance, mais bon, qui tente rien à rien. Bien sûr, on aurait aimé une victoire d'étape, mais voilà, on n'a pas spécialement la réussite avec nous pour l'instant, mais voilà, on espère que ça va venir. Tout le monde est en super forme, on arrive toujours à être à l'avant quand on a besoin d'être à l'avant, donc voilà, on attend juste la victoire, mais on a fait que 4 étapes pour l'instant, donc voilà, on reste concentré sur nos objectifs. Ouais, il faut définir ce qui est le meilleur sprinter dans le monde. Mais c'est clair, le Tour de France, c'est peut-être la plus grande course qu'on a sur notre calendrier, et il a gagné cette année déjà de nouveau 2 étapes, donc il joue quand même une partie des meilleurs sprinters, c'est sûr. Il a aussi un lead-out parfait avec Oui, c'est clair, comme j'ai dit, le management, je pense qu'ils ont bien réfléchi quels coureurs qu'ils vont sélectionner pour ce Tour de France, et le focus est clair, c'est pour les sprints, quoi. C'était vraiment dangereux, encore plus qu'hier, je trouve. C'était aussi difficile à gérer tous les virages ici à la fin, et la dernière ligne droite. Jasper m'a crié qu'il était encore dans ma roue, et j'ai trouvé un petit trou pour y aller, et après j'ai fait, je pense, un très bon lead-out pour lui de nouveau, et j'ai la puissance pour le faire en première gamme, mais aussi Jasper il me suit avec les yeux fermés, et il me donne beaucoup de confiance, et ça me donne aussi envie de travailler pour lui. Il est toujours dans ma roue, et il finit le travail presque toujours, donc c'est bien pour l'équipe aussi. C'est pas son risque. C'est toujours vraiment hectique, et c'est difficile de faire du bon timing, mais là ça me réussit déjà 2 jours, donc je pense que le tour il est déjà réussi pour nous là.